Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qu'on croit tous connaître, mais que notre source du jour nous invite à redécouvrir complètement. Le silence. Oui, Le document s'appelle « Le pouvoir du silence. Retrouver la paix intérieure dans un monde bruyant ». Et la mention qu'on se donne, c'est de comprendre pourquoi ce qu'on prend souvent pour un vide est en fait une présence incroyablement riche et nécessaire. Hmm. D'entrée de jeu, l'auteur nous lance une idée assez déstabilisante. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, mais une plénitude invisible. Une porte d'entrée vers soi. c'est ça. Et ça m'a fait réfléchir. Dans notre monde saturé de notifications, de podcasts, de musique de fond, le silence est devenu une anomalie. On le fuit, on le comble dès qu'il apparaît, presque par réflexe. Oui, comme si on en avait peur. Document. Et ce n'est pas une critique morale, c'est plus une observation de notre époque. Une époque où la vitesse, le bruit sont devenus les signaux par défaut de la vie, de la productivité. Hmm. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que le silence n'est pas présenté comme un luxe pour, pour des moines ou des poètes, Non, pas du tout. mais vraiment comme une question de santé publique presque. Un outil de soin pour s'ancrer dans un monde qui nous pousse constamment à la dispersion. Alors, commençons par le début. Si le silence n'est pas juste l'absence de son, qu'est-ce que c'est ? Le texte insiste sur une distinction qui semble simple, mais qui en fait change tout. La différence entre entendre et écouter. Ah oui, Entendre, c'est passif, c'est biologique. Nos oreilles fonctionnent. Mais écouter, c'est une décision. L'auteur parle d'une posture intérieure, d'un mouvement de l'âme. Ça implique une intention. exactement. Et le texte nous pousse même un cran plus loin. Après avoir appris à écouter les sons, il faudrait apprendre à écouter le silence lui-même. C'est paradoxal comme idée. C'est très paradoxal. Comment est-ce qu'on écoute quelque chose qui, par définition, ne fait pas de bruit ? Et la source suggère que ça ne se fait pas avec les oreilles, mais avec ce qu'elle appelle un cœur attentif. Un cœur attentif. Voilà. Ça demande de ralentir au point de pouvoir sentir, presque physiquement, la texture du calme. Il y a cette citation de Confucius qui est reprise et qui prend tout son sens ici. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Mhm. Il est toujours là, disponible, si on choisit de se tourner vers lui. Et pour nous guider dans cet apprentissage, le document propose un maître. Un maître un peu inattendu, ou plutôt qu'on a oublié, la nature. Oui, On y pense comme un endroit avec des sons agréables, le chant des oiseaux, le vent. Mais l'auteur affirme que la nature, elle enseigne avant tout par son silence. Elle ne cherche pas à expliquer. S'asseoir au pied d'un arbre, c'est une leçon de présence pure. et ce qui est fascinant, c'est que ce silence naturel n'est jamais vide, il est jamais mort. Il est décrit comme une harmonie subtile. C'est ça. Le chant d'un oiseau ne cherche pas à couvrir le bruit du ruisseau, le frémissement des feuilles ne lutte pas contre le bourdonnement d'un insecte. Tout coexiste dans ce que le texte appelle une paix vibrante. J'aime beaucoup cette expression, paix vibrante. C'est l'opposé du bruit humain, qui est souvent compétitif, où chaque son cherche à dominer l'autre. Fondamentale, silencieuse, d'où émergent les intuitions claires. Donc si on arrive à vraiment écouter ce silence, à se synchroniser avec lui, qu'est-ce que ça change en nous concrètement ? J'ai été frappé par la partie du document qui affirme que les effets sont presque médicaux. On n'est plus dans la poésie, là. Non, là on est dans la physiologie pure. Le document qualifie le silence de « baume invisible ». Son action principale, c'est de calmer notre système nerveux qui, dans nos vies modernes, est presque constamment en mode combat ou fuite. Le silence, lui, il active le pendant de ce système, le système parasympathique. C'est celui du repos et de la récupération. D'accord. Et les effets sont mesurables et immédiats. La respiration s'approfondit, le rythme cardiaque ralentit, la tension musculaire se relâche. Il y a même cette étude mentionnée qui m'a vraiment surpris. Elle montre que 2 minutes de silence sont plus efficaces pour réduire la pression artérielle et le cortisol, l'hormone du stress, que 2 minutes de musique dite relaxante. Oui, C'est complètement contre-intuitif, on mettrait tous un fond de musique douce pour se détendre, pas le silence complet. c'est contre-intuitif parce qu'on associe le silence à l'ennui ou au vide. Mais d'un point de vue neurologique, ça a un sens parfait. Ah oui, Ben oui, même une musique relaxante, c'est une information que le cerveau doit traiter. Il y a des mélodies, des harmonies, des rythmes à décoder. C'est une charge cognitive, même si elle est légère et agréable. d'accord. Le silence, lui, représente une charge cognitive nulle. C'est le seul moment où l'on offre à notre cortex auditif et aux zones associées un repos complet.
C'est comme éteindre un ordinateur plutôt que de simplement le mettre en veille. Le redémarrage est bien plus efficace. J'aime beaucoup cette analogie. Et ça s'applique aussi à notre esprit. Le texte utilise une autre image que je trouve très parlante. Notre mental est comme une radio qu'on aurait oublié d'éteindre. C'est tout à fait ça. Il y a toujours ce grésillement, ce fond de pensée, d'inquiétude, de liste de choses à faire. Le silence, explique l'auteur, ne cherche pas à casser la radio, ce qui serait une lutte épuisante, mais simplement à baisser le volume, à cesser d'alimenter le bruit. C'est une nuance cruciale. La plupart des gens qui essaient de méditer ou de trouver le calme font l'erreur de vouloir arrêter de penser. C'est impossible et ça crée de la frustration. Bien sûr. La proposition ici est différente. Il s'agit d'apprendre à regarder les pensées passées sans s'y accrocher. Devenir un observateur, un témoin. Et ça change tout. Ça change tout. Le document explique que ce simple changement de perspective nous fait passer du statut d'esclave du mental à celui de témoin de la conscience. C'est profondément libérateur. Et ça change radicalement notre rapport à nos propres émotions, j'imagine. Ah oui. Justement, parlons-en. Le texte va plus loin en présentant le silence comme un outil de guérison émotionnelle. L'idée, c'est que le bruit et la distraction constante sont souvent une stratégie d'évitement. Tout à fait. On se noie dans le faire pour ne pas avoir à ressentir. Le silence, lui, nous confronte. Il est décrit comme une présence radicale. C'est un peu intimidant comme terme. C'est intimidant, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement une présence radicale ? Imaginez une vague de tristesse ou de colère qui monte. Le réflexe, c'est d'attraper son téléphone, d'allumer la télé, d'appeler quelqu'un, bref, de faire diversion. Oui, on le fait tous. La présence radicale, c'est de faire l'inverse. S'asseoir, ne rien faire, et juste laisser l'émotion être là. Sentir la boule dans la gorge, la chaleur dans la poitrine. Sans la juger, sans chercher à la réparer. Juste être présent avec elle. Et en quoi c'est guérisseur ? On pourrait penser que ça ne fait qu'amplifier la souffrance. Au début, ça peut être inconfortable, c'est vrai. C'est un point important. Pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, le silence peut d'abord amplifier le bruit intérieur. Mais sur le long terme, le processus est transformateur. Le texte utilise une très belle image. Le silence est une matrice qui enveloppe ce qui est blessé. Une émotion qui est observée, sans être jugée, perd son pouvoir sur nous. D'accord, je vois. Une tristesse accueillie peut enfin livrer son message et se dissiper. Une colère observée se transforme en énergie au lieu de devenir une rage destructrice. Les émotions sont faites pour circuler. C'est quand on les bloque qu'elles stagnent et deviennent toxiques. Et pour nous aider à rester dans cet espace, qui peut être difficile, le texte met en avant un outil d'une simplicité désarmante, la respiration consciente. C'est le pont entre le chaos mental et le calme. C'est notre ancre. C'est l'encre la plus fiable, parce qu'elle est toujours là. Le lien est physiologique. Le stress rend le souffle court et thoracique. Oui. Le calme le rend lent et abdominal. C'est une voie à double sens. Donc, en choisissant consciemment de ralentir et d'approfondir le souffle, on envoie un signal direct au cerveau pour lui dire « tout va bien, tu peux désactiver l'alerte ». C'est fascinant. L'auteur s'attarde même sur ce minuscule espace entre la fin de l'inspiration et le début de l'expiration. Une microseconde de suspension totale. Il le décrit comme une porte intérieure vers la paix. C'est dans ce rien que tout se joue. En lisant cette partie, j'ai été surpris de voir que cette sagesse n'est pas du tout une idée moderne de bien-être. On la retrouve absolument partout, à travers les âges et les cultures. Ah oui, c'est un fil rouge. Le document parle des moines, des ermites, des sages, comme si le silence était un chemin universel vers l'essentiel. C'est un fil rouge qui traverse toutes les grandes traditions de sagesse, en effet. Le document en cite plusieurs et c'est passionnant de voir les mêmes idées exprimées avec des mots différents. Dans le bouddhisme zen, il y a le zazen, la méditation assise. Le but est de s'asseoir dans un silence si total qu'on peut enfin voir le réel tel qu'il est, sans le filtre constant de nos interprétations. D'accord. Dans le christianisme mystique, on parle de prière contemplative. Saint Jean de la Croix disait que Dieu parle dans un éternel silence. L'idée est que pour entendre cette voix subtile, il faut d'abord faire taire la sienne. C'est vrai, et on retrouve ça aussi dans d'autres traditions. Le poète soufi citait « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction ». C'est une phrase d'une puissance incroyable. Oui. Et même dans le yoga, au-delà des postures, l'objectif final, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Un état qui ne peut être atteint que dans un silence intérieur stable. C'est donc vraiment un langage universel. Un langage qui s'incarne d'ailleurs chez de grandes figures. Le texte mentionne Ramana Maharshi,
un sage indien du XXe siècle qui enseignait principalement en silence. C'est fou, ça! Les gens venaient s'asseoir avec lui et ils repartaient transformés, simplement par la qualité de sa présence silencieuse. Il disait que le silence est l'enseignement le plus puissant. Parce qu'il communique directement, sans les mots. De cœur à cœur, exactement. On pense aussi au silence du Bouddha sous son arbre ou celui de Jésus face à Pilate lors de son procès. Ce ne sont pas des silences vides, ce sont des silences pleins de sens et de pouvoir. D'accord, c'est très inspirant. Mais revenons à notre quotidien bruyant. Tout le monde ne peut pas partir en retraite dans un monastère. Comment est-ce qu'on applique ça concrètement? Heureusement, la source est très pragmatique sur ce point. Oui, La première étape, c'est de désencombrer son environnement sonore. oui. Et ça commence par des choses très simples, hein. Éteindre la télévision qui tourne en fond sonore, ne pas mettre de la musique systématiquement en voiture ou en cuisinant, et surtout, s'attaquer au bruit le plus pernicieux de notre époque, le bruit numérique. Ah, le bruit numérique. Il est qualifié d'insidieux parce qu'il est souvent physiquement silencieux, une notification, un scroll, mais il crée une agitation mentale constante. Il fragmente notre attention en permanence, Table à manger. Mais aussi d'instaurer des temps de jeûne numérique, comme la première heure au réveil. J'ai essayé juste ça. Et c'est incroyable de voir à quel point mon cerveau cherchait frénétiquement une distraction. C'est une expérience que beaucoup de gens font. C'est là que j'ai réalisé que le bruit n'était pas seulement externe, il était devenu une attente, un besoin interne. C'est ça. On a conditionné notre cerveau à recevoir des microdoses de dopamine toutes les quelques minutes. Le jeûne numérique, c'est un sevrage. Une autre pratique forte qui est proposée, c'est le jeûne de parole. Ah, oui, ça c'est un vrai défi. De prendre conscience de notre tendance au bavardage automatique. Parler pour combler le vide. Le texte suggère de s'astreindre pendant une journée à ne parler que lorsque c'est nécessaire, en se posant 3 questions avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? C'est un filtre redoutable. On se rend compte qu'on parlerait beaucoup moins. Beaucoup moins. Et pour finir, il y a cette idée de créer un sanctuaire silencieux chez soi. Ça sonne un peu grandiose, mais l'idée est simple. Mais est-ce que c'est réaliste pour quelqu'un qui vit dans un petit appartement bruyant avec une famille? C'est une excellente question. Le document ne le présente pas comme une pièce isonorisée, mais plutôt comme un point d'ancrage symbolique. Ça peut être un simple fauteuil dans un coin avec une plante, une bougie. L'important n'est pas l'isolation phonique parfaite, c'est l'intention. C'est un lieu qu'on dédie au calme. Exactement. Le corps et l'esprit ont une mémoire spatiale. À force de s'asseoir dans ce coin pour des moments de calme, le simple fait de s'y installer suffira à déclencher une réponse de relaxation. C'est un signal qu'on s'envoie à soi-même. Et pour rendre ça encore plus accessible, un exercice très concret est proposé. La pause sacrée de 7 minutes. 7 minutes, c'est rien, et c'est tout. La durée est volontairement courte pour être réaliste. 7 minutes d'assise, de contemplation par la fenêtre, de marche lente dans son salon. L'important, c'est de rendre ce moment non négociable, de le protéger comme un rendez-vous important. Parce que c'en est un rendez-vous avec soi-même. Pour conclure cette exploration, si je devais retenir une seule chose, c'est vraiment ce renversement de perspective. Le silence n'est pas un manque, une absence, c'est une présence active, fertile. Ce n'est pas fuir le monde, mais au contraire, trouver le point d'ancrage en soi pour pouvoir l'habiter plus pleinement. Tout à fait. La source se termine sur une pensée qui, je trouve, ouvre une porte. Le silence n'est pas la fin de quelque chose, la fin du bruit, la fin de l'agitation. Il est le commencement de tout. C'est une belle image. C'est dans le silence de la terre que les graines germent. C'est dans le silence de l'esprit que les idées nouvelles naissent. C'est dans le silence du corps que la guérison s'opère. Alors, la question que l'on pourrait se laisser en partant, ce n'est pas comment fuir le bruit, mais plutôt qu'est-ce qui, en nous, attend le silence pour pouvoir naître. Et si, comme le suggère le texte, la vérité ne criait pas, mais murmurait, sommes-nous seulement prêts à nous taire assez longtemps pour pouvoir l'entendre ?